La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Grand Angle, votre émission sur les ondes d'Ifriqiya FM. Comme d'habitude, je vais toujours présenter mes deux compères. Dr Ahmed Ben Saada à partir de Montréal, bonjour. Bonjour et bonjour l'Afrique. Voilà, et Monsieur Zine Sharfawi qui a essayé de retrouver un peu de fraîcheur. Malheureusement pour lui, il a rebroussé chemin. Il préfère cette chaleur de l'Afrique. Alors, Zine Sharfawi, merci d'être là. Merci, bonjour aux auditeurs et aux auditrices d'Ifriqiya FM. Alors, mes frères africains et mes sœurs africaines, bonjour. Cette émission d'aujourd'hui, je voudrais la consacrer malheureusement, encore une fois, les malheurs n'arrêtent pas de frapper l'Afrique après ce qu'on est en train de vivre au Soudan, la Libye qui a été disloquée, le Mali sous embargo depuis des années, le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, moi j'ai été impressionné de voir aujourd'hui un documentaire sur le président Ibrahim Traoré en train de rendre visite aux victimes, les enfants orphelins qui leurs parents sont morts en martyrs pour le Burkina dans la lutte antiterroriste, et les veuves et les parents de martyrs. C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire, ce jeune président africain. Il parle d'abord de développement économique pour mieux lutter contre le terrorisme, et c'est l'approche algérienne et c'est l'expertise algérienne. Il parle aussi de soutien à ces familles pour qu'ils ne se laissent pas, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont abandonnés par les autorités de l'État burkinabé. Donc voilà un président qui impressionne chaque jour. Malheureusement, le Burkina aussi est sous l'embargo dicté par la France et appliqué par la CEDEAO. Cette CEDEAO qui, d'ailleurs, je parlerai aujourd'hui du Niger, cette crise au Niger. Alors, aujourd'hui, ma question que je vais mettre d'abord le décor pour que mes deux compères essayent de m'aider à mieux comprendre. Alors, aujourd'hui, quand on voit que le Mali, la direction malienne est soutenue par le peuple malien, quand on voit l'accueil triomphal de Ibrahim Traoré à son retour de Russie, donc c'est la population qui soutient cette soi-disant junte, comme ils veulent l'appeler les Occidentaux. Quand on voit aujourd'hui, depuis le coup d'État au Niger, ce groupe de militaires, cette manifestation populaire en soutien à leur action, alors aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas réformer les institutions de l'Union africaine qui parlent de condamner tout ce qui est coup d'État? Peut-être que ces lois ont été faites à une période où la France faisait des coups d'État à travers Bob Denard, d'accord, pour mieux protéger l'Afrique contre les présidents qui étaient installés par l'Occident. Mais aujourd'hui, quand on parle de démocratie en Europe, en Occident, attention, la démocratie, le retour à l'ordre constitutionnel. Quand on voit, par exemple, le Sénat, hier, nigérian, qui a refusé l'intervention militaire du Nigeria, quand on voit le Parlement sénégalais, qui lui aussi refuse. Donc, est-ce que dans cette démocratie, on n'est pas en train de partir ou d'aller à l'encontre de la volonté des peuples? C'est ça ma question. Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Alors, je commencerai par Dr Ahmed Ben Saada, s'il le veut. Oui, alors, comme vous l'avez dit, en fait, c'est les événements qu'on a vécu le peuple du Niger sont dramatiques à plusieurs égards. En fait, il montre un peu cette fragilité de l'Afrique pour conserver les pays démocratiques. Pour conserver en fait une démocratie qui peut se transmettre de génération en génération. Je rappelle que l'Afrique a connu de nombreux coups d'État durant toute son histoire depuis son indépendance.
que le Niger a connu 5 coups d'État depuis son indépendance. Et si on ajoute quelques autres coups d'État qui n'ont pas réussi, ça en fait beaucoup. En fait, les événements que vivent les Nigériens actuellement sont dramatiques pour plusieurs raisons, comme je l'ai dit, mais c'est surtout que le Niger est un pays qui est classé en termes d'indice de développement humain parmi les derniers du monde, que le taux d'alphabétisation est très faible, que le taux d'électrification aussi est très faible, d'alphabétisation aussi, et que ce pays n'a pas besoin justement n'a pas besoin d'intervention militaire étrangère pour pouvoir se développer. Toute intervention étrangère que en fait brandissait la CEDEAO à l'encontre du Niger n'aura pour effet que de diminuer les chances de réussite de ce pays et en plus de détruire les capacités militaires du Niger pour justement combattre le terrorisme à ses frontières. Je rappelle que le Niger combat du terrorisme au nord avec l'AQMI, mais aussi au sud avec Boko Haram. Donc, ce pays fait face à de nombreux défis. La stabilité politique est importante, mais il faut dire que dans ce cas de figure en particulier, nous avons vu que le peuple nigérien a manifesté de manière pacifique et a manifesté son soutien à ce changement de changement politique majeur dans ce pays. Je rappelle aussi qu'il y a eu un appui des syndicats nigériens aussi. Donc, en fait, il faut, je dirais que, comme toujours, la politique de notre pays, c'est de laisser ne pas s'ingérer dans les affaires des pays voisins, des pays frères, et d'amener ces pays, ces dirigeants, les dirigeants de ces pays frères, à trouver une solution à leurs problèmes autour d'une table au lieu d'utiliser la violence, la guerre. On a connu ça. Tous les pays qui ont essayé de résoudre le problème avec la violence et avec les armes, nous savons ce qu'ils sont devenus actuellement. On a juste à regarder autour de nous pour comprendre que la violence et les interventions militaires ne résolvent aucun problème. Au contraire, elles ne font que perpétuer l'état d'instabilité dans lequel vivent nos pays qui ont besoin justement de prospérité, qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de stabilité. Voilà. Justement, docteur Ahmed Ben Saada, la légalité, elle ne peut pas être sélective. Quand on voit les sanctions qui ont été appliquées au Mali, au Burkina Faso, les sanctions qui ont été annoncées par la CEDEAO contre le peuple nigérien, je dis bien le peuple, et je précise pourquoi, parce que dans le monde entier, les sanctions n'ont jamais fait de mal aux gouvernants, mais bien au contraire, c'est d'appauvrir encore les populations. Donc quand tout ça n'est pas approuvé par le Conseil de sécurité, mais c'était légal ce qui se passe actuellement en Afrique, n'est-ce pas, M. Zincherfaoui? Oui, c'est absolument illégal. Et moi, je trouve qu'il est absolument cynique aussi d'imposer des sanctions économiques, des sanctions financières à des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso et comme le Niger. J'ai eu la chance de visiter ces trois pays. Effectivement, comme le disait tout à l'heure le docteur Ben Saada, ce sont des pays extrêmement pauvres. Ce sont des pays extrêmement pauvres et lorsque vous leur imposez déjà dans leur vie de tous les jours, déjà c'est une vie extrêmement difficile. C'est des pays qui sont pratiquement les derniers en matière de développement.
Ils ont un indice de développement qui est extrêmement faible. Si en plus de cela, vous leur imposez des sanctions économiques, des sanctions financières, vous les condamnez à la mort. Ce sont des pays qui sont très peuplés. Hein. Vous avez le Burkina Faso qui a à peu près une vingtaine de millions d'habitants. Le Niger, c'est à peu près 22 millions aussi. Et donc déjà, vous avez 80%, 90% de la population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. Et donc, lorsque vous avez comme ça des décisions à l'emporte-pièce qui consistent à priver les populations de l'aide alimentaire internationale, moi je trouve que c'est le summum du cynisme en politique. Je n'ai jamais vu ça. Donc ce sont des sanctions extrêmement illégales. Elles le sont d'autant plus qu'elles ne sont pas passées par le Conseil de sécurité. Et la remarque vaut aussi pour la décision de la CEDEAO de mener une opération militaire dans le cas où la junte actuellement au pouvoir à Niamey ne remet pas en place le président Bazoum. Normalement, toute action militaire contre un pays doit avoir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, non seulement ce n'est pas le cas, mais on remarque aussi que les décisions ne sont pas prises à l'unanimité au niveau de la CEDEAO. Vous avez au moins 4 pays qui s'opposent à cette décision. Ces pays sont aujourd'hui le Mali, vous avez le Burkina, vous avez la Guinée, et puis je crois la Mauritanie aussi. Bon, elle ne fait pas partie de la CEDEAO. Mais vous avez aussi, je crois, le Bénin qui, en dernière instance, et le Tchad aussi, d'après les informations. Oui, alors le Tchad, c'est la CEMAC, c'est l'Afrique centrale. Mais vous avez déjà des pays qui s'opposent à l'option de l'intervention. Donc lorsque vous avez déjà le consensus au sein de la CEDEAO qui s'est lézardé, normalement la sagesse voudrait que l'option de l'intervention soit mise de côté et que soient privilégiées les voies politiques et les voies diplomatiques. Parce que la voie politique et la voie diplomatique n'a pas été complètement épuisée. Et dès lors, je m'interroge sur l'empressement de la CEDEAO à aller directement vers l'option militaire. Ça, c'est quelque chose dont on peut parler tout à l'heure dans le débat, si vous voulez. Mais effectivement, il y a énormément d'interrogations qui entourent les dernières décisions de la CEDEAO. Oui, justement, vous me tendez la perche et je lancerai la question et je donnerai cette perche au docteur Ahmed Ben Saada. Le président Macron a déclaré qu'il était d'accord avec la CEDEAO avant même que la CEDEAO ne se prononce. Ça veut dire quoi ça, docteur Ahmed Ben Saada? Alors, ce qu'il faut retenir de cela, j'ai suivi de très près tous ces événements et j'ai été vraiment surpris de voir justement une déclaration du gouvernement français disant qu'ils étaient d'accord avec le CEDEAO, alors que le CEDEAO ne s'était même pas réuni. Donc ça cache une connivence qui est flagrante entre le CEDEAO et certaines puissances occidentales. J'aimerais dire, j'ai fait le compte du nombre de coups d'État qui se sont déroulés dans les pays du CEDEAO depuis leur indépendance. Il y a eu 53 coups d'État réussis dans les pays du CEDEAO. De la CEDEAO. Et si l'on compte ceux qui n'ont pas réussi, ça nous fait 93 coups d'État dans ces mêmes pays de la CEDEAO. Le pays, en fait, qui est actuellement à la tête de la CEDEAO, donc le Nigeria, compte à lui tout seul 6 coups d'État réussis. 6 coups d'État sur 8 tentatives. Donc vous comprenez que, en fait, si l'on veut appliquer ce genre de remède à un pays qui fait un coup d'État, ça ne marche pas, parce que ces pays-là eux-mêmes ont connu des coups d'État. Ils n'aimeraient pas aussi qu'on vienne les bombarder chez eux. C'est vrai que le coup d'État n'est pas quelque chose de souhaitable dans des pays comme nous n'avons jamais soutenu un coup d'État. Exactement. Ce n'est pas souhaitable. Mais la solution n'est pas de couper les vivres à ces pays ou de les bombarder, parce que nous savons très bien que ce sont les civils qui vont en pâtir les premiers. Et ce qui est en fait dommageable, c'est que le Nigeria, la première des choses qu'elle fait, c'est-à-dire sans aller discuter, sans rien du tout, elle coupe l'électricité au Niger. Et c'est à se demander, mais comment ça se fait que le Nigeria
plutôt que le Niger dépendent à 70% de l'électricité de son pays. C'est inadmissible. Est-ce que le Nigeria s'est demandé pourquoi cela, alors que le Niger est un des plus grands producteurs du monde d'uranium, qui sert justement à produire de l'électricité? C'est assez impensable. Vous savez, l'électricité au Niger, c'est à peine, il y a une électrification du Niger, ça atteint à peine 18%, ou peut-être moins, 18% de la population qui bénéficie de l'électricité, alors que c'est un producteur d'uranium. En comparaison, prenons la France. La France, c'est 56 centrales nucléaires, 56 centrales nucléaires, le deuxième plus grand nombre au monde, et qui couvre jusqu'à 70 ou même certaines années jusqu'à 80% de l'électricité du pays. Alors que la France va se servir justement au Niger. Cette France-là qui bénéficie de l'uranium du Niger depuis un demi-siècle ou plus d'un demi-siècle, n'aurait pas pu construire une seule sur les 56, une seule centrale nucléaire, pour dire que voilà, nous aidons le Niger, nous prenons son uranium, mais nous l'aidons à électrifier son pays. Docteur Ahmed Bessaada, c'est absolument inadmissible. Les rives du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. L'impérialisme, car c'est lui au but seul le principal ennemi, se combat dans une stratégie anti-impérialiste. Le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Et chaque génération a son combat à mener. Au prix de notre sang, faisons du Niger symbole de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Docteur Ahmed Bessaada, si vous permettez, je vous redonne la parole. L'un des leitmotifs de la junte, du moins les causes pourquoi elle a intervenu, il parle pourquoi notre sous-sol est si riche alors que notre peuple est si pauvre. D'abord, les décisions qui ont été prises par la junte dernièrement, c'est l'expulsion de RFI, l'expulsion de France 24, et il demande aujourd'hui à l'armée française de dégager ses troupes du territoire nigérien dans les 30 jours. Donc, je crois que, est-ce que vous ne pensez pas que toute cette machination, c'est la France qui est derrière, ou est-ce que c'est un vent de liberté qui souffle sur l'Afrique, justement, parce que c'est les Français qui sont décriés le plus? N'est-ce pas, docteur Ahmed Bessaada? Oui, bien sûr. Nous avons vu des drapeaux français brûlés dans les manifestations. Nous avons vu l'ambassade de France qui a été caillassée et attaquée par les manifestants. Du reste, qu'il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de dégâts matériels, je veux dire significatifs, etc. Donc, en fait, la violence a été faite contre le pays, l'ancien colonisateur, qui, lorsqu'on regarde les chiffres du Niger, on comprend exactement ce que c'est que la néocolonisation. On comprend exactement, c'est exactement ça la néocolonisation. C'est-à-dire, vous avez un pays qui est indépendant depuis 1960, qui a des réserves en uranium, septième producteur mondial d'uranium, qui a des réserves en or, qui a du pétrole actuellement. D'ailleurs, il y a un oléoduc qui est en train de se construire entre le Niger et le Bénin. Oui. Et vous voyez que c'est parmi les pays les plus pauvres, sinon le plus pauvre. Il y a quelques années, c'était le pays avec le plus faible
indice de développement humain, le plus faible. Oui. D'ailleurs, docteur Ahmed Ben Saada. Avec un taux d'alphabétisation de 30%. C'est inimaginable qu'on ait des chiffres de ce type. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Comment ça se fait que ce pays, avec autant de ressources, oui. ne peut pas se développer? Docteur Ahmed Ben Saada, le cynisme de la France, je ne sais pas comment ils arrivent à se regarder devant une glace. Quand première décision de la France, c'est suspendre l'aide au développement, qui est des miettes, hein, c'est quelques millions d'euros d'aide au développement, alors que c'est des milliers de milliards qui sont déversés sur l'Ukraine. Donc voilà le cynisme de cette France qui se fait éjecter aujourd'hui de l'Afrique et qui est la cause de tous les maux en Afrique. Et la déstabilisation du Sahel, il ne faut pas s'en cacher, c'est la France. À partir du moment où on a assassiné un président démocratiquement élu, donc eux ils ont le droit. D'accord, je parle de Kadhafi, on a déstabilisé tout le continent, pratiquement toute la bande sahélo-sahélienne, n'est-ce pas, Zine Cherfaoui? Oui, absolument. Ce que nous vivons aujourd'hui au Maghreb et au Sahel, le gros de nos soucis viennent d'abord de la déstabilisation de la Libye, et vous venez de le dire, de l'assassinat de sang-froid de Kadhafi par les troupes franco-britanniques en 2011. Effectivement, c'est le renversement de Muammar Kadhafi et de son régime. Nous le payons encore aujourd'hui, 10 années et plus après. Aujourd'hui, donc, ce que les gens doivent savoir, c'est que les observateurs avertis, hein, les gens qui suivent de très près ce qui se passe au Sahel, s'attendaient à un tel coup d'État. Pourquoi ils s'attendaient à un tel coup d'État? Parce que avant ce coup d'État, il y a eu 2 tentatives. Hein. La première tentative a eu lieu en 2021 et la deuxième tentative a eu lieu en 2022. Donc si je puis dire, la motivation, elle est ancienne. Et quand j'ai cherché à en savoir un peu plus, j'ai appelé mes amis à Niamey. Ce sont des journalistes comme moi. J'ai discuté avec plusieurs d'entre eux. Et ils m'ont expliqué que s'il y a des gens à l'étranger qui s'étonnent qu'il y ait eu un coup d'État au Niger, à Niamey, personne n'était étonné qu'il y ait eu un coup d'État. Je peux même vous dire que les gens l'espéraient et les gens l'attendaient. C'est-à-dire que les ingrédients étaient là. Les ingrédients étaient là et je vais vous expliquer pourquoi les ingrédients étaient là. Le Niger est caractérisé par des niveaux de corruption extrêmement importants. Les gens attendaient beaucoup. Le coup d'État, les gens l'attendaient même du temps de Issoufou. Issoufou, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait énormément de promesses. Les gens ont cru en lui. Malheureusement, 10 ans après, 12 ans après, pratiquement peu de ces promesses ont été réalisées. Les gens attendaient, comme le disait tout à l'heure le docteur Ben Saada, une amélioration des conditions de vie de la population nigérienne qui dort tous les jours sur des gisements d'uranium et des gisements de pétrole, mais malheureusement il dort et malheureusement il n'en voit pas la couleur. C'est un pays quand même qui a des cheptels, etc. Donc c'est un pays qui est riche, mais aucune des promesses formulées à la fois par Issoufou et par Bazoum n'ont été réalisées. Pire encore, la corruption s'est développée. Le niveau de vie a baissé, l'inflation a grimpé, et donc vous avez une colère sourde qui était là, qui commençait à grandir et qui a fini par s'exprimer le 26 juillet dernier à travers un coup d'État. Donc si vous voulez, je ne suis pas là en train de justifier le coup d'État, mais comme vous le disiez tout à l'heure, tous les ingrédients ont été réunis pour qu'une telle action se produise aujourd'hui. Aujourd'hui, au lieu de bombarder le peuple nigérien qui réclame de meilleures conditions de vie, au lieu de penser à mener une opération au Niger, au lieu de priver le peuple nigérien de nourriture et d'aide alimentaire, moi je pense qu'il faut essayer d'aider ce peuple nigérien à retrouver la dignité et à remettre son pays en marche. Justement, on est en 23 minutes de cette émission. Moi, ce qui m'étonne, elle est où l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité? Pourquoi c'est la CEDEAO, c'est des organisations régionales qui prennent pour la première, alors que c'est des organisations économiques, qui prennent la décision
d'une invasion militaire. Mais c'est du n'importe quoi ce qui se passe actuellement en Afrique. Oui, c'est du n'importe quoi. Je vous le disais en début d'émission. Alors, non seulement c'est pas la CEDEAO qui a vocation économique, etc., comme son nom l'indique, de décider d'une action militaire. Et en plus, c'est une CEDEAO qui s'est effritée et qui s'est lézardée parce qu'il n'y a pas de consensus en son sein. Mais normalement, c'est l'Union africaine qui est la grande absente de ce conflit et le Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait se prononcer sur un tel dossier. Donc, malheureusement, l'Union africaine est ce qu'elle est. Donc, elle est complètement absente. Et puis, même au niveau du Conseil de sécurité, on a l'impression aussi qu'il n'y a pas la même approche vis-à-vis de ce conflit. Même les États-Unis d'Amérique, qui sont pourtant réputés proches de la France, actuellement, ils sont très, si vous voulez, prudents sur cette question de l'intervention. À Washington, personne ne parle d'intervention. Ils veulent un retour de Bazoum au pouvoir. C'est une position de principe, mais personne ne parle d'intervention. Alors là, la Russie, la Chine, etc., ce sont aussi les derniers à vouloir une intervention militaire au Niger, parce qu'ils considèrent, comme l'Algérie, qu'une intervention au Niger risquerait d'agrandir ou d'aggraver les souffrances du peuple nigérien, mais il risquerait aussi de déstabiliser davantage la région. Justement, alors un pays africain, l'Algérie, on est en Afrique, et son président qui se prononce avec sa rencontre avec la presse, il dit que les guerres n'ont jamais réglé les problèmes, et les exemples sont là. Est-ce que la Syrie, en massacrant la Syrie, est-ce qu'on a réglé un problème? La Libye, elle est toujours là. Aujourd'hui, le conflit au Soudan, c'est les populations qui en pâtissent. Justement, on est tellement conscient que ça va être le peuple nigérian qui va payer le prix, qu'on ne voudrait pas d'une intervention militaire, puisque les canaux diplomatiques sont toujours ouverts et qu'on pourrait arriver à la paix dans ce pays sans passer par les armes. Les bruits de bottes n'ont jamais réglé quoi que ce soit dans le monde entier. Et puis les Occidentaux aussi n'ont jamais gagné une guerre. Ils ont détruit des pays sans gagner des guerres. N'est-ce pas, docteur Ahmed Ben Saada? Je vous donne la parole pour les 2 dernières minutes. Alors, j'aimerais ajouter deux choses très intéressantes. Vous avez, à la CEDEAO, vous avez ce qu'on appelle une task force. C'est en fait l'organisme qui est en charge de la côté militaire de la CEDEAO. Il a été présidé pendant très longtemps par Salo Djibou. Salo Djibou, c'est un putschiste, c'est un Nigérien qui a fait un putsch en 2010. C'est lui qui dirige. Donc, comment on peut admettre ça? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose concernant les Occidentaux. Il y a eu un putsch en 2013-2014 en Ukraine. Il y a eu un putsch, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État a été financé, appuyé par tous les Occidentaux, en particulier les Américains. Il y a eu l'introduction de forces néo-nazies qui continuent d'ailleurs à combattre encore à l'Ukraine. Et personne n'a condamné ce putsch. Au contraire, ils ont trouvé ça tout à fait normal parce que c'était un putsch contre quelqu'un qui est un président qui était pro-russe. Et là, vous avez un autre putsch, et là, on le condamne. C'est-à-dire, cette histoire de double standard des pays occidentaux va toujours les poursuivre. Si vous êtes contre les putschs, vous devez être contre tous les putschs qui se passent en Afrique ou qui se passent en Europe. Voilà. Et nous devons comprendre que, en fait, la condamnation ou la non-condamnation d'un putsch ne dépend réellement des intérêts politiques, géostratégiques ou économiques des pays occidentaux. Oui, non, mais c'est super ce que vous venez de dire. D'ailleurs, le fait est là, c'est que ce 2 poids 2 mesures fait qu'aujourd'hui, il y a un vent de liberté en Afrique, il y a un panafricanisme qui revient très fort dans la jeunesse africaine, parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, la jeunesse africaine comprend qu'elle est laissée pour compte, d'accord, de ce continent, et que plus jamais cette jeunesse africaine vend debout, comme l'avait si bien dit la patrie ou la mort, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc nous souhaitons paix et prospérité à nos frères du Niger, et que la paix s'installe dans ce pays et qu'il retrouve le chemin le plus juste, celui de développement pour une justice sociale, pour tout le monde, pour cette région, d'une stabilité du Sahel, puisque le Mali est en train de régler ce problème, le Burkina la même chose, en train de faire beaucoup de choses pour sa population.
nous espérons que les choses iront mieux pour notre continent. On a besoin d'un Niger stable à nos frontières. Alors, sur ce, Dr Ahmed Ben Saada, je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de discuter des problèmes africains. Même si vous serez sur la planète Mars, je vous appellerai. Donc, c'est pas la peine de me dire que vous allez partir. Et je serai disponible. Voilà. Alors, Monsieur Zine Sharfaoui, la même chose. Merci, Merci de à m'avoir vous. accompagné. Et puis, bonjour l'Afrique et puis paix à l'Afrique. Au revoir. Les rives du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Et toutes les vertus de nos dignes aïeux, guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang. Faisons du Niger symbole de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat. Nous demeurons debout, portant haut le drapeau de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers, pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique.